Bonjour chère auditrice, chers auditeurs et bienvenue dans Mon Pas de Côté, le podcast qui met en valeur l'expérience et l'audace de celles et ceux qui ont osé. Je m'appelle Ondine, je suis psychologue certifiée en analyse transactionnelle et en coaching. J'accompagne les parcours de vie depuis déjà une dizaine d'années. Et depuis peu, j'ai créé l'écosystème Mon Pas de Côté. Tu y retrouveras le podcast, la newsletter et très prochainement des week-ends pensés comme des retraites confidentielles et immersives en pleine nature. Mais pour le moment, je te laisse le plaisir de découvrir le nouvel épisode de Mon Pas de Côté. Belle écoute! Bonjour Florent, Bonjour. je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour Mon Pas de Côté. Et dans un premier temps, est-ce que tu serais d'accord de te présenter? Oui, bien sûr, ouais. Donc moi, Florent Le Gaonnac, j'ai un double parcours. Je suis docteur en psychologie cognitive. Peut-être que je présenterai un peu plus quel est l'objet de mes recherches et ce qui fait une partie de mon métier aujourd'hui. Et en parallèle, j'ai été amené par le passé à boxer à haut niveau. J'ai boxé en savate boxe française, kickboxing en full contact, voilà, dans plusieurs disciplines pieds-points pour lesquelles j'ai pu avoir quelques titres nationaux. Et voilà, j'ai mené un peu les deux de front. Puis aujourd'hui, j'ai fondé un cabinet qui s'appelle le cabinet Aïssa, qui est un espace pluridisciplinaire avec de l'ostéopathie, de la médecine traditionnelle chinoise, du massage, d'autres psychologues. Euh, et Il est où ce cabinet? dans le 17e, Dans quel quartier du au métro 17? Courcelles. Ouais, au métro À Courcelles. Courcelles, Ouais. ok. C'est pas loin où j'étais avant, j'étais à D'accord. Terne, Ah bah c'est voilà, pour c'est juste à ça. côté, on était voisins. Ok. Donc voilà, un cabinet voilà, pluridisciplinaire où on peut essayer d'avoir une approche un peu globale et où on propose des soins à tarif préférentiel pour les personnes qui sont en ALD, en affection longue durée. Oui. Voilà, ça c'est une partie de mon activité où je fais de la thérapie cognitivo-comportementale avec la particularité d'utiliser la boxe, qui est l'objet de ma thèse, euh, l'influence des mouvements de boxe, on va dire, sur la cognition, sur le cerveau. Et en parallèle, je suis associé dans une boîte de conseil j'interviens dans les entreprises pour essayer d'amener un peu les sciences cognitives pour qu'elles puissent fonctionner à peu près correctement ou pas trop mal. Voilà, je peux faire des conférences, des formations ou autres. Voilà, ça c'est ce que je fais dans Ok. la vie. Puis sinon, C'est beaucoup? ouais, c'est pas mal. Sinon, Tu bah, dors un peu? ouais, je dors beaucoup. Ça, c'est ma passion. Je pense que voilà, c'est un des trucs que j'affectionne le plus, c'est de dormir. Vraiment, si je pouvais dormir 12 heures par nuit, je pense que je le ferais. Je suis un gros dormeur. Donc ouais, je dors beaucoup. J'aime bien écouter des podcasts. J'aime bien rien faire. J'aime bien faire du sport aussi, toujours. J'essaie de rester un peu actif. Euh, voilà. Un bon équilibre, j'ai l'impression, par rapport à toutes ces activités. Comment tu fais pour gérer aussi bien tout ça? Bah, je fais en sorte que certaines semaines, en fait, je me donne juste des limites, quoi. Par exemple, il Hmm. y a un nombre de patients que j'ai à par semaine. Je sais qu'il faut pas le dépasser, sinon je vais être trop fatigué. Et si Ouais. j'ai des interventions en entreprise, bah, je prends juste moins de monde au cabinet. Voilà. Et quand je sais que je dois travailler sur des recherches ou des trucs comme ça, bah, c'est un peu d'investissement, mais derrière, voilà, en fait, c'est juste une activité qui va en chasser d'autres, mais en tout cas, je les cumule pas sur la semaine. Hmm, d'accord, ok. Tu fais quoi comme recherche? Alors moi, je m'inscris donc en psychologie, peut-être pour tes auditeurs, il y a Oui, faut voir la psychologie comme une grande discipline. Et on va avoir ce qu'on appelle la psychologie clinique, au chevet du patient, c'est ça que ça signifie, la clinique. La psychologie sociale, on va étudier les groupes sociaux, les interactions entre les individus, par exemple. Voilà, et on va avoir la neuropsychologie. Donc, si vous avez besoin de faire un bilan, par exemple, vous allez voir des neuropsychologues. Vous avez la psychologie cognitive qui étudie les processus mentaux, l'attention, la mémoire, les émotions. Et moi, c'est ce que je fais. Avec la particularité, c'est d'être dans une sous-discipline de cette sous-discipline qu'on appelle la cognition incarnée et située, en fait, c'est un triptyque pour essayer de comprendre l'être humain, de pas juste voir le cerveau comme une espèce de boîte noire, comme on a pu l'entendre à l'époque avec la notion d'inconscient,
mais d'essayer de comprendre que bah, j'ai mes processus, j'ai ma mémoire, j'ai mon attention, j'ai mes émotions, mais que tout ça, c'est en interaction avec mon corps. Donc la manière dont, je sais pas, je me tiens, la manière dont je bouge, mais aussi l'environnement. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que je suis chez moi? Est-ce que je suis pas chez moi? Est-ce que je suis avec des amis ou non? Est-ce que je suis face à un auditoire? Et voilà. Et donc, c'est à travers ce triptyque qu'on essaie de comprendre un petit peu mieux cette relation dynamique et continue entre le cerveau, l'environnement et, et le corps. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Mais moi, je pense la boxe, puisque on est confronté par la boxe hein, à un contexte particulier. On te donne une date, on te donne des règles, on te donne un adversaire et une catégorie de poids, et on te dit, bah, dans tant de jours, tu vas te taper avec ce mec-là. Euh, Ok. voilà, donc En général, c'est combien? C'est un délai de combien? J'y connais rien à la boxe, hein. ça dépend. Nous, en boxe pied-point, on pouvait combattre tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, ça, c'était beaucoup. Mais des fois, c'était un mois et demi, ça variait en fait. Et donc, c'est ça qui m'y a amené, puisque je me suis rendu compte que si je boxais à Marseille, à Lyon, à Toulouse ou chez moi à Paris, bah déjà le contexte n'était pas le même. Est-ce que c'est un gala en soirée avec la lumière sur soi? Est-ce que c'est plutôt dans l'après-midi sur des tours de poule où il y a moins de monde? Est-ce que la veille j'ai bien dormi? Est-ce que je suis crispé ou pas? Qu'est-ce que je ressens comme émotion, etc. Et donc en fait, toutes ces variables contextuelle et corporelle, motrice, etc., bah, influer sur ta performance, sur tes prises de décision, sur ta capacité à réguler ton état émotionnel. Et donc, je me suis toujours dit que si je devais accompagner des patients, ce serait pas juste assis sur une chaise, mais en essayant d'utiliser un média thérapeutique. Et donc, je sais que dans les années 80, on avait commencé à utiliser l'art, notamment autour de prisonniers anglais qui avaient commis des grosses, qui étaient vraiment prisonniers pour des longues peines. Et on utilisait l'art et on avait vu que bah, certains, bah, déjà, ça calmait un petit peu la violence dans le milieu carcéral, mais ça permettait à certains aussi de mieux vivre leur peine, de mieux se réinsérer derrière, ou en tout cas qu'il y avait une espèce de Ouais. média thérapeutique. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire avec la boxe? Et donc, c'est comme ça que j'y suis amené, que j'ai créé cette approche de motion therapy et que j'ai fait ma thèse là-dessus. Donc, The Motion Therapy, c'est quoi Bon, précisément? en gros, c'est le nom que j'ai donné, c'est histoire de faire un peu de marketing, mais en gros, ça s'inscrit dans le champ des thérapies cognitives et comportementales. Avec la particularité, c'est qu'elle est incarnée. C'est-à-dire que je vais utiliser des mouvements de boxe, des situations de boxe où je vais approcher, reculer, et ces mouvements de boxe ont un objectif, une intention particulière, permettent d'avoir comme clé d'entrée le corps et d'appréhender la problématique un petit peu autrement qu'à travers les processus classiques de verbalisation. Donc, à travers la boxe, on vit une expérience un peu décalée, on ressent davantage de choses, et ça nous permet aussi de l'utiliser comme un processus de transfert. Bah, dans telle situation, tu as réagi comme ça, j'ai ressenti ça, tiens, ça me fait penser à telle situation. Ou ni plus ni moins d'utiliser des stratégies, parce que quand on fait des mouvements de boxe, il faut inhiber, il faut focaliser son attention, et derrière, il faut évaluer ses sensations physiques, etc. Et tout ça, c'est des stratégies qu'on utilise en TCC. Simplement là, on l'utilise en utilisant le media box. Ok. Donc, finalement, on peut venir faire de la motion therapy, c'est ça? Ouais. J'utilise bien le terme? Oui, oui, ou the motion Ok, therapy, ouais, tout à dans fait, ma ouais. phrase. On peut venir faire de la motion therapy pour n'importe quel type de demande, en fait. Oui, C'est ça que exactement, ouais. j'entends. Oui, c'est ça, ouais. Moi, Et tu trouves que... Ouais, je travaille pardon? avec beaucoup de psychologues classiques, entre guillemets, qui m'envoient du monde parce que justement, soit pour travailler en parallèle avec eux, soit parce qu'effectivement, euh, l'approche, on va dire, purement classique, on va dire, peut-être, en tout cas, a fait son travail et qui a peut-être un besoin d'un complément. Mais j'ai aussi des gens qui veulent pas d'une approche thérapeutique classique, donc ils se disent pourquoi pas aller voir l'ancien boxeur. Et alors, justement, l'ancien boxeur, parce que bon, là, tu viens de finir ta thèse, Ouais. euh, t'es pas bien vieux quand même. Ça date Non, de pas trop. quand? Combien de temps j'ai mis pour faire ma thèse? Non, non, ça date de quand la boxe? Parce que tu disais, Ah, ça ah c'était ouais, avant. j'ai arrêté Mais de bon, combattre. Ouais, j'ai arrêté de combattre il y a 10 ans à peu près. J'ai il y a 10 ans. Mais t'as quel âge? j'ai 40 ans. Ah bon? Ouais. J'ai Parce que 40 t'en ans. fais beaucoup moins. Ah bah merci.
Donc ouais, non, Ok, j'ai 40 ans et d'accord. j'ai arrêté de boxer il y a 10 ans à peu près. Et donc voilà, ouais, après la boxe reste toujours dans ma vie. Je fais d'autres sports de combat aussi pour apprendre d'autres choses, mais les sports de combat restent toujours dans ma vie parce que je suis amené à accompagner des combattants qui préparent des échéances en boxe ou en MMA. Tu Et fais un donc peu de préparation mentale aussi, voilà, c'est donc. ça, j'essaye de les accompagner psychologiquement dans cette épreuve qui est de rentrer dans une cage ou sur un ring. Ok. Et tu fais quoi comme autre sport de combat alors depuis la boxe? Bah, je fais un peu de MMA aussi. Et puis, je fais un Alors, MMA, c'est quoi ça? Je mix connais pas, martial moi. arts. C'est un mélange de boxe thaïlandaise, de lutte et de travail au sol. Ok. Voilà, je fais ça et puis je fais un peu de lutte à livrer. C'est de la, on va dire que ça vient du jiu-jitsu brésilien. Simplement, on n'a pas de kimono. Et donc là encore, il y a un travail de lutte sans percussion et un travail de finalisation au sol, de contrôle, etc. Que c'est la lutte sans percussion? C'est qu'il y a pas, on frappe pas, quoi. Il y a pas, c'est que de l'appréhension. Il y a pas de. Donc c'est Ok. comme pour ceux qui, comme vous regardez la lutte à la télé, bah, c'est la même chose, mais avec des soumissions et les règles qui changent un peu, quoi. Toi, ça t'apporte quoi dans ta vie, ces différentes pratiques? Bah, déjà parce que moi j'ai toujours aimé les sports de confrontation. Euh, Ça me permet aussi d'apprendre de nouvelles choses, parce que effectivement, je ne pourrais pas dire que j'ai fait le tour de la boxe, loin de là, parce que je pense on continue d'apprendre toujours, mais en tout cas, j'avais besoin d'apprendre autre chose. Et j'avais besoin de maintenir une certaine exigence physique et aussi cognitive, parce que le MMA, la boxe, est cognitivement d'une grande complexité. Et puis de me maintenir en forme et de m'amuser. Et en fait, je m'amuse beaucoup. Aujourd'hui, j'ai fini l'exigence du haut niveau. Et donc, je trouve juste du plaisir dans les phases d'apprentissage. Je trouve juste du plaisir dans. Et puis, je suis aussi avec que des petits jeunes, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça que je fais jeune aussi. Ils me maintiennent en forme. Ils m'obligent à rester. Et c'est vrai, c'est tout bête, hein. J'étais encore hier à la lutte à livrer. Je tourne avec des mecs qui ont 25 ans, qui ont 20 ans, qui sont en pleine forme. Et donc, ça maintient une certaine. Voilà, mais pas avec cet esprit de compétition, juste avec le plaisir de progresser, de m'amuser, tout ça Ouais. dans une bonne ambiance en plus. Tu dis que cognitivement, c'est d'une grande complexité. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi? Parce que vu que je connais pas, j'ai du mal à me Ouais. représenter. Bah, par exemple, tu vois, tu as un truc qu'on appelle la proprioception, c'est ton rapport au corps dans l'espace. Et en fait, Oui. bah, quand tu es debout, tu vois ce que c'est que de mettre un direct, une droite, etc. Tu as une idée, puisqu'en fait, on est des espèces bipèdes, donc on est tout le temps debout. Là, le MMA ou la lutte à livrer, tu es amené à être au sol, le dos Mm. ou être à genoux. Tu vas devoir pousser, tirer, essayer de chercher des leviers pour faire une clé, etc. Et donc, ta proprioception, ton rapport au corps dans l'espace, où est-ce que tu te positionnes, c'est hyper compliqué. De bien comprendre la subtilité du geste, si tu décales légèrement ton épaule, bah là, tu prends la soumission, sinon tu la prends pas. Et puis, physiquement, en fait, de gagner en souplesse, tu as besoin d'être fluide, etc. Donc c'est un vrai coup, ça demande vraiment énormément de réflexion. Ok, hyper intéressant. Donc, c'est à la fois, quand tu sors d'un entraînement comme ça, tu es à la fois fatigué et physiquement et mentalement, en fait. Ouais, voilà, exactement. Au bout d'un moment, ça devient un peu des automatismes. Mais moi, je suis encore J'imagine. en apprentissage dans ces disciplines-là, donc j'ai pas beaucoup d'expertise. Donc effectivement, cognitivement, par moment, je sens que c'est un coup pour moi parce que je dois pas mal me concentrer. Mais, Mm. euh, mais oui, oui, d'ailleurs, on le voit bien, il y a pas mal d'études hein, sur les bénéfices de ce qu'on appelle les activités quantitatives vs les activités qualitatives. Je m'explique, quantitative, ça va être d'aller courir, de faire du vélo, etc., du rameur sont des activités en fait qui sont assez répétitives, qui sont peu Oui. coûteuses pour la cognition. Alors que quand tu fais de la boxe ou si tu fais de la lutte ou du MMA, tu dois retenir des enchaînements, tu dois mobiliser beaucoup de proprioception, tu dois, au niveau cardio, bon, comme la course à pied et le vélo, hein, c'est très, très coûteux. Mais en fait, tu vas avoir toute cette dimension qui va venir mobiliser ta flexibilité cognitive, ta mémoire de travail, mais aussi de grandes capacités d'inhibition à la fois. Inhiber tes pensées, inhiber certaines émotions ou autres. Et donc, on voit aujourd'hui, par exemple, que l'utilisation de la boxe à visée thérapeutique,
a des effets pas simplement physiologiques hein, sur la santé mentale, mais aussi des effets cognitifs, avec notamment les fonctions exécutives dont je viens de parler, mémoire, attention, concentration, etc. Et on sait que c'est des activités qui sont très bénéfiques. Super. Et du coup, j'imagine que, avec la danse, un certain type de danse aussi, Je connais par moins cette exemple, littérature, mais ouais, probablement. mais Probablement, certainement, parce qu'à ouais. partir du moment où tu dois retenir des chorégraphies, Ben euh, oui, c'est ça. voilà. Après, la différence avec la danse, c'est que tu n'as pas la notion de confrontation. Et donc, tu es seul avec toi-même. Et donc, il y a une Mmh. variable cognitive, là, enfin, veut dire que de cognition sociale. C'est aussi très l'intérêt de ces sports, même si ce sont des sports individuels, au final, c'est des sports collectifs, puisqu'en fait, on progresse ensemble. Et on a besoin, même quand tu es expert, tu as besoin du débutant pour progresser parce que tu vas t'entraîner un peu sur lui et puis lui, tu vas lui apprendre des choses, etc. Et donc, en fait, cette dimension sociale, ces interactions sociales aussi sont vraiment salvateurs pour la tête, on va dire. Et en plus, quand derrière, tu es en confrontation, pardon, excuse-moi, quand derrière, tu es en confrontation, eh bien, tu peux. J'avais mis sur silencieux, hein, pourtant. Mais c'est ma mère et comme elle est en numéro prioritaire, ça sonne quand même. Attends, tu as 40 ans et tu es psychologue et ta mère t'appelle en prioritaire. Ouais, 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 c'est parce que je m'occupe d'elle. Donc, quand elle a besoin, je sais que s'il y a un besoin, au moins, il n'y aura pas de Mmh. souci. Tu On as va besoin de plutôt. lui parler ou c'est OK? Non, non, il n'y a pas de problème. C'est juste que OK, c'est plus pour si la nuit, je le laisse des fois. S'il y a un problème ça qu'elle m'appelle, marche. moi, il n'y a pas de Mais je souci. t'en prie. Et donc, ouais, donc peut-être que dans la danse, il y a moins cette notion de confrontation, Mmh. d'intégrité physique qui peut probablement jouer différemment sur la cognition. La notion de stress, de combat, de Ouais, c'est retraite, ça, d'opposition. Ouais. ouais. Même si tu cherches pas à OK. te déchirer, tu es quand même un peu en confrontation avec l'autre. Bah Donc, oui, c'est ça. forcément, ça joue un petit peu. Ouais, ça vient reconnecter avec des fonctions de base de l'être humain, finalement. Ouais, exactement, ouais. Qui sont, à mon avis, quelque peu mises de côté dans des sociétés industrialisées comme les nôtres, ou très occidentalisées. Euh, bon, on va dire que c'est des sports violents, mais euh, moi, j'aime souvent mettre au même niveau la violence symbolique et la violence physique ou matérielle. Euh, Deux mecs qui se battent dans une cage ou sur un ring de boxe, pour moi, c'est pas violent. Déjà, la première des choses, ils sont d'accord. Donc, il y a une notion de consentement. Il y a une notion de consentement, ce qui est quand même très important. Deuxième point, ils ont le même âge, enfin à peu près le même âge, le même niveau d'entraînement, comment on appelle ça, le même poids. Il y a une date. Et donc, en fait, tout ce cadre fait que on peut pas parler réellement de violence puisqu'il y a du consentement. Alors que on peut être confronté à d'autres situations, les inégalités sociales, le fait qu'il y ait plus de 10 millions de pauvres en France, euh, Ouais. la violence psychologique, on peut le voir aussi, hein, la violence symbolique qui est exercée dans certaines entreprises, etc. Étonnamment, là, on parle beaucoup moins de violence, ou en tout cas, on a plus de mal à s'en émouvoir, alors que Mmh. des gens qui vont se battre ou autres, on va effectivement considérer que c'est grave, mais au final, violence symbolique, violence physique ou matérielle, intellectuellement parlant, si on regarde bien, c'est la même chose. Pour toi, c'est quoi la violence, finalement? Bon, la violence, ça va être l'expression, on va dire, dans un cadre pas forcément qui est- qui sort d'un cadre socialement accepté ou acceptable et, Ouais. et où derrière, il y a une notion de dominant et de dominé, et qu'il y a une Mmh. absence de consentement. OK. L'absence de consentement, à mon avis, c'est C'est le point clé. clairement. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant. Et toi, alors, tu viens d'où? Où est-ce que j'ai grandi? Tu tu réponds comme tu la comprends, la question. Moi, je viens d'une famille monoparentale. J'ai grandi avec ma mère, un beau-père, des frères et des sœurs par alliance. Et voilà, j'ai grandi avec eux dans un environnement familial plus ou moins fonctionnel, voire dysfonctionnel. Et donc voilà, je me suis construit dans un environnement comme celui-là. J'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir dans mon parcours des rencontres qui m'ont probablement émancipé intellectuellement, spirituellement ou autre.
et qui m'ont permis aujourd'hui de faire un métier que j'aime et de pouvoir faire des choses ouais, qui me plaisent. Donc, je viens d'un environnement qui est ce qu'il est et j'ai eu en tout cas des probabilités de la vie qui ont été positives avec moi de ce point-là, avec des rencontres vraiment cool qui m'ont permis de faire tout ce que j'ai fait et ce que je fais encore aujourd'hui. Ces rencontres, chaque rencontre t'a apporté quoi à chaque fois? Je pourrais commencer par la boxe. Par exemple, j'ai pu rencontrer la première personne qui m'a appris à boxer, c'était une femme qui était psychologue d'ailleurs, qui était championne de France de boxe, et elle qui m'a appris à boxer. Je suis encore en contact aujourd'hui avec elle, c'est une amie. T'avais quel âge? Je sais pas, j'ai dû apprendre à boxer, j'avais 15 16 ans. Ouais. Euh, et puis ensuite, je suis parti m'entraîner quand j'ai commencé à faire des combats avec un entraîneur dans le cas, qui s'appelle Innocent Zankifo, a.k.a. Bob, et qui lui était un grand champion de boxe pied-point. C'était une fratrie où ils étaient plusieurs fois champions du monde dans différentes disciplines. Et à ses côtés, et aussi à côté des partenaires d'entraînement que j'ai pu avoir, qui aussi ont performé au niveau européen et mondial. Euh, j'ai pu, euh, j'ai pu apprendre, j'ai pu aller voyager aux quatre coins du monde, enfin pas du monde, j'exagère, de France, mais un peu en Europe quand même aussi, c'était cool. Je fais des voyages en Europe grâce à la boxe. Et, et puis, ouais, des rencontres où je me souviens que mon entraîneur me disait, bah, des fois, tu sais, tu as aussi un truc qui s'appelle la lecture, hein, et ça peut être bien des fois de... J'étais déjà à la fac, mais bon, j'étais centré sur ce qu'on me demandait de faire à la fac, et je sais que grâce à lui, j'ai regardé des films peut-être que j'aurais jamais regardé. J'ai lu des contes zen. Comme quoi, par exemple? Bah, je sais que que les films coréens, je les aurais jamais regardés, probablement. Mais en tout cas, qui sont toujours porteurs de messages. On regardait beaucoup de mangas aussi, et puis des livres. J'ai souvenir comme ça, des contes zen qui m'a recommandé de lire ou d'autres types de bouquins qui ont contribué un peu à mon évolution et à mon cheminement. Donc, ouais, on va dire ça, c'était des rencontres euh, sportives. Après, bien évidemment, aussi amicales. Certains sont devenus des amis, sont toujours des amis. Donc, donc c'est cool. Et, euh, et puis dans le boulot aussi, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai monté le cabinet Aïssa, avec qui j'ai monté la boîte de conseil, ou encore les directeurs quand j'ai fait ma thèse, qui ont accepté de prendre le risque sur un sujet un peu novateur. Parce que mine de rien, scientifiquement, c'était une prise de risque de faire un tel travail de recherche. Ça n'a pas été fait avant. Donc, donc ouais, j'ai eu des rencontres, j'ai eu... On t'a fait confiance, ouais, on va dire ça, ouais. Ouais, ouais. clairement. Ouais. Avec pas mal de contrôle, mais on m'a fait confiance. Ça s'oppose pas. Mais oui, en tout cas, je peux dire que, après, j'en ai eu plein d'autres, des rencontres, mais je pense que c'est cette notion d'altérité qui a été constitutive de, de ce que je fais aujourd'hui et comment j'ai pu me construire. Cette altérité, c'est un mot, moi, que j'adore, hein. Comment tu pourrais l'expliquer à des personnes qui sont pas forcément, je dirais, familiers avec ce mot-là? Bah, je dirais que l'altérité, c'est la relation à l'autre. Et là où on nous renvoie énormément à ce qu'on appelle la responsabilité individuelle. C'est important, donc notamment, par exemple, moi j'aime prendre cet exemple d'altérité quand on nous bassine avec le mythe de la méritocratie, par exemple, tu vois, qui est un mythe purement capitalistique, et j'ai rien contre le capitalisme, hein, mais en tout cas, qui est purement capitaliste. En fait, on nous a longtemps expliqué que c'était là parce que tu mérites d'être là. Et donc, ce qui est totalement faux, hein, bien évidemment, s- les self-made men ou les self-made women, eh bien, sont statistiquement des outliers. Outliers, ça veut dire que ce sont des exceptions, et donc qui ne représentent pas la majorité de la population. Mmh, Vous regardez la majorité des chefs d'entreprise, euh, ils sont globalement issus d'environnements sociaux favorisés. Euh, oui. et donc, c'est une hérésie de penser qu'ils se sont fait tout seuls. Et c'est d'ailleurs faux.
Et donc, ça me pose problème, cette question de méritocratie, puisqu'elle renvoie la responsabilité des échecs aux individus. Comme si t'es pas réussi à faire d'études supérieures ou autre, c'est parce que t'as pas assez travaillé. Mais moi, regarde, aujourd'hui, j'ai fait ça et je suis devenu chef d'entreprise et j'ai ci, j'ai ça. Je prends un chef d'entreprise ou homme politique, peu importe. En tout cas, je suis aujourd'hui dans une position dominante socialement. Et c'est parce que moi, je le mérite, parce que moi, j'ai travaillé et que je me suis fait tout seul. Et donc, aujourd'hui, je vais t'imposer ce que je pense du monde. Je vais t'imposer de la violence symbolique, le cas échéant, parce que moi, je le mérite. Alors qu'en fait, c'est faux. Ces personnes viennent pour globalement d'environnements plutôt favorisés. Et ça, tu as remarqué, j'ai pris des précautions langagières en disant qu'aujourd'hui, ce qui est constitutif de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai pu faire, ou de même la personne que je suis, c'est grâce à la rencontre, grâce à l'autre. Et sans ces rencontres-là, il est probable que je ne serais pas là aujourd'hui, ou même ne serait-ce qu'en train de discuter avec toi. Et donc, la, la question de l'altérité, c'est celle-là. C'est-à-dire que ces outliers statistiques dont je parlais, ces exceptions qui arrivent à s'émanciper socialement, eh bien, c'est grâce à la rencontre, c'est grâce à l'autre, grâce à des Eh rencontres oui. positives, on a cru en toi, etc. Et d'ailleurs, pour un petit chiffre, hein, mais tu regardes ce que donnent les données de l'Union européenne, aujourd'hui, il faut 5 générations pour passer d'une classe sociale à une autre. Tu es ouvrier, tu veux devenir contremaître, c'est 5 générations. Une génération, je sais Ouais. pas, c'est 25 ans à peu près, fourchette basse, parce qu'on fait des enfants de plus en plus tard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour passer d'ouvrier à contremaître, il faut 150 ans maintenant. Bah ouais, tu vois, c'est une dinguerie. Donc, et quand tu y arrives, eh bien, c'est grâce à l'autre. C'est grâce à toi, bien évidemment. Il ne faut pas remettre en question la responsabilité individuelle. Et ces chefs d'entreprise qui ont travaillé, qui ont réussi, etc., bien évidemment que c'est grâce à leur travail. Mais il faut justement, la question qui doit se poser, c'est cette humilité. C'est de se dire, oui, j'ai beaucoup travaillé, oui, je me suis donné du mal, c'est non négligeable et en aucun cas on remet en question cela. Cependant, il est important de voir d'où je pars. Sur le 100 mètres, s'il me reste que 10 mètres à parcourir, c'est toujours plus facile que quand je pars des vestiaires. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, Je quand, comprends très bien. et ça, c'est systématiquement, à mon avis, qu'on soit à 10 mètres de l'arrivée ou qu'on parte des vestiaires, ou même qu'on parte de chez soi et qu'on n'a même pas eu le temps d'arriver dans les vestiaires, eh bien, quel que soit le cheminement par lequel on passe, eh bien, l'altérité, la relation à l'autre, Ouais. est à mon avis, centrale. Tu vois, ça rejoint un peu, l'autre jour, je voyais passer une interview d'Albert Moukébert, qui est donc neuropsychologue, et il disait: «Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent du développement personnel, mais en fait, moi, je trouve que le développement collectif serait beaucoup plus cohérent quelque part hein, que de dire développement personnel, parce que seul, on va pas bien loin, quoi». Enfin, après ça, c'est moi qui le Ouais, rajoute parce que je sais plus ce qu'il disait derrière. Mais en gros, c'est vraiment ce que tu dis là. C'est-à-dire que seul, on a beau faire tous les efforts, sans les autres, on n'ira nulle part. Et même et s'il y a les autres et qu'on fait rien nous, bon, bah, il y a peu de chances qu'on aille bien loin non plus. Et donc c'est vraiment les 2. C'est cette question, d'individualité et d'altérité combinée qui font qu'on arrive là où on souhaite aller quelque part. voilà, exactement, c'est ça, ouais. Ou en tout cas, où on On aimerait aller, mais aimerait on n'y va pas, ou quoi. tendre pour pouvoir tendre vers cet objectif-là, les 2 sont essentiels. C'est vrai qu'on Exactement. parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'individualité, d'individualisme, de développement personnel, de prendre soin de soi et cetera. Mais si on oublie l'autre, il y a plus rien. Oui, clairement, ouais. Après, Mmh. sur la question du développement personnel, moi, personnellement, j'ai rien contre le développement personnel. Je pense que c'est une bonne vulgarisation dans certains cas. C'est-à-dire que des fois, c'est cool, quoi. Tu vas essayer de comprendre un peu quelque chose ou autre. Et puis, si le développement personnel a autant de succès aujourd'hui, qui, à mon avis, des fois, est une espèce de sursimplification d'un certain nombre de phénomènes, c'est aussi parce que justement, il n'y a pas suffisamment d'Albert Moukébert. Albert Moukébert, c'est un excellent, déjà, c'est un scientifique à part entière, c'est un excellent vulgarisateur et qui, je pense, peut parler à tout le monde. Là, récemment, par exemple, tu vois, je suis intervenu pour la mairie de Montreuil sur la question de la santé mentale auprès des jeunes et ça manque de ça, en fait, tu vois, c'est d'ailleurs des Mmh. personnes qui puissent discuter et je pense que c'est aussi une responsabilité de l'université ou plus globalement des chercheurs euh, qui peuvent des fois, et je m'inscris dedans, hein, des fois je peux peut-être manquer de pédagogie ou de didactique, euh, eh bien de réussir à faire en sorte que les connaissances que l'on a, elles soient accessibles à toutes et Ouais. tous. Euh, donc s'il y a autant de succès du développement personnel, très bien. Et moi je trouve ça
important des fois de critiquer ces dérives, mais en même temps, il faut aussi que qu'on puisse aussi regarder la poutre qu'on a dans l'œil et que l'effort de sortir des laboratoires, l'effort de sortir du cadre universitaire pour se mettre en danger face à des gens qui n'y connaissent rien et ne comprennent pas forcément ce qu'on fait et essayer de se mettre au niveau pour justement démocratiser l'accès au savoir scientifique, eh bien, il n'y aurait pas ces dérives-là à ce moment-là du développement personnel. Mmh. J'entends. Après, moi, je suis dedans, hein, dans le je suis et psychologue et je fais du développement Bah personnel oui, de par, toute manière, on en fait truc. tous, hein. Mais c'est vrai que le fait de questionner le terme, je trouvais ça assez intéressant. Ouais, bien sûr, ouais. Et il a raison, Albert Moukébert, quand il dit ça. Moi aussi, j'ai entendu cette intervention. Ouais. Très juste. Effectivement, on devrait avoir un développement collectif. On est entièrement d'accord là-dessus, c'est Mmh. certain. Après, on le voit, hein, les communautés s'organisent, hein. On reste quand même, il y a on le voit dans Bien petits sûr, on groupes. a besoin du groupe. On a On besoin le du voit groupe. bien, Et bien sûr. effectivement, c'est hyper important de le rappeler. Ouais. Et toi, alors quand tu étais, enfant dans cette famille-là, Mhm. tu avais envie de faire quoi plus tard? Moi, rien. J'avais pas, je me projetais pas sur quoi que ce soit. Non? Non, parce que je pense que c'est une chance de pas savoir ce que je Ouais. voulais faire, ouais. Parce que j'ai fait, en fait, une fois que j'étais grand, ce que je voulais faire. J'avais une mère qui faisait un boulot qui lui plaisait plus ou moins, euh, et qui m'a dit, écoute, fais ce que tu as envie de faire, quoi. Et alors, peut-être que ça a pu être une limite, parce qu'on le voit, effectivement, certaines catégories socio-professionnelles poussent leurs enfants à faire certaines activités parce que, justement, ça va leur apprendre à gérer leurs frustrations, ça va leur apprendre à développer certaines habiletés cognitives, etc. Ouais. Et ce qui est peut-être probablement une bonne stratégie pour un enfant. En tout cas, moi, j'avais rien envie de faire spécial. J'avais juste envie d'être là où je suis. Voilà, de vivre quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que j'avais rien envie de faire de spécial. J'ai commencé à avoir des envies à l'adolescence, Ouais. mais et là vers la fin de l'adolescence. Mais sinon, j'avais rien envie de faire de spécial à part m'amuser, hein. Moi, je C'est voulais juste c'est jouer. un peu le rôle d'un enfant quand même. Ouais, moi, je voulais juste dormir et jouer. Moi, c'est tout ce que j'aimais. J'aimais juste faire ça. Et tes envies qui ont émergé, ça a tout de suite été vers la psycho ou pas? Ouais, ouais. Alors, la psycho, pas forcément. Je mettais pas forcément ce terme-là. Mais en tout cas, bah, à la fin de l'adolescence, donc j'avais 17 18 ans, je commençais à boxer. Donc, en fait, je mettais pas forcément le terme psycho derrière, mais c'était déjà plus ou moins le cas, puisque bah, tu vis des choses à l'entraînement ou autre et tu te questionnes sur mais pourquoi je ressens ça, mais pourquoi j'ai ça, mais pourquoi j'ai fait tel truc, etc. Et donc, naturellement, je commençais à rentrer progressivement dans ce questionnement. OK, ça marche. Et du coup, si là, je te renvoie 30 ans en arrière et on va voir, le petit Florent de 10 ans, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire ou de lui montrer sur, la vie qui l'attend? Qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire? Euh, je pense que je lui dirais sois rassuré. Je le rassurerai, je pense. Ouais. Ouais, je pense que je lui dirais que tout va bien. C'est la seule Mmh. chose que je lui dirais. Je le sécuriserai. Je me contenterai de faire ça. Je pense que c'est ça dont il avait le plus besoin. De faire confiance. Je pense que voilà. Et je leur ai dit continue à dormir et à jouer. Bah, on est de la même génération. Il y avait une, pub à la télé, je sais pas si tu te souviens de céréales, où ils faisaient, que manger les céréales, dormir dans le canapé, manger les céréales. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, ça Ouais, me fait voilà, penser c'est à ça. ça. C'est ça. Je leur ai dit continue de faire ça. OK. Et du coup, finalement, toi, ton ou tes pas de côté, c'est quoi? Dans le quotidien, Dans ton parcours? ah, mon pas de côté, c'est-à-dire si je devais faire un pas de côté pour regarder mon parcours, c'est ça? Ah non, 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 Non? ah si, tiens, c'est intéressant, j'ai jamais fait comme ça. Ouais. Ouais, allons-y. Ouais, je pense mon pas de côté, j'ai commencé un peu à te le donner là, tu vois, en te disant que euh, j'ai bénéficié de rencontres vraiment positives. Alors, comme je te Mmh. le disais, les probabilités ou le destin, on y met ce qu'on veut derrière. Euh, et que j'ai réussi ou j'ai eu la possibilité de saisir ces rencontres. Et que je pense que c'est, moi, mon pas de côté, c'est ça.
c'est principalement les rencontres que j'ai faites et les exemples que j'ai pu avoir et le renforcement positif qui a pu être présent qui m'a donné envie de continuer. Euh, Le renforcement positif, ouais, des gens qui te valorisent, quoi, tu vois, qui te disent ouais, c'est c'est ça. bien ce que tu fais. Des gens qui te disent ouais, c'est bien, franchement, c'est cool, continue, tu vois. Bah, c'est clé ça. Et Mmh. donc, ouais, je pense que principalement, c'est ça. Ouais. C'est comme ça que je verrai le parcours que j'ai pu avoir ou que j'ai actuellement. Et ces moments, heu, tu dirais que ça s'est passé quand la première bascule, justement? Cette De pas- rencontre peut-être avec ta psy qui Probablement, était ouais. Oui, boxeuse, ouais? ça a été un moment clé dans mon histoire de vie. C'est ça, hein? Ça a été un moment clé dans mon histoire de vie. J'avais un grand-père aussi qui s'est occupé de moi, qui a été, à mon avis, la première figure, on va dire, enfin mes grands-parents, mais particulièrement mon grand-père. Mmh. Euh, qui était un peu un exemple, tu vois, c'était un vieux Corse qui avait pas trop d'oseille et donc qui vivait en Corse, qui pour devenir médecin a dû faire l'armée, tu vois, donc parce qu'il pouvait pas, il avait pas d'argent pour faire des études de médecine. Et non pas que les études sont payantes, mais c'est que derrière, il faut financer pour vivre. Donc, il a fait l'armée, il a fait le débarquement à Nice, etc. Et il a toujours été, je pense que c'était une des premières figures de... Et puis, il s'est toujours occupé de moi, comme je vivais avec ma mère. Donc, on va dire qu'il y a eu cette première bascule avec lui, même si c'est pas vraiment une bascule, Qu'est-ce que parce tu que as j'étais là. qu'est-ce que tu as introjecté de lui Ça veut dire quoi, en un projet? toi? Pris de lui et mis à l'intérieur de toi? Ah, ce que j'ai pris de lui, euh, c'est une bonne question, ça. Peut-être à la fois cette capacité à... Mon grand-père a fait des études de médecine, donc c'était un scientifique, et puis en même temps, il était aussi en capacité d'avoir un regard philosophique, voire spirituel sur la vie, etc. Et de pas être, de pas faire de pouvoir faire coexister assez sereinement les deux. De pouvoir dire, écoute, là, il faut que tu fasses qu'on... Et puis en même temps, de pouvoir avoir un regard un peu méta et de sortir des fois des données pour essayer de mettre du sens, des fois là où c'est plus difficile d'en mettre. Donc, je pense probablement ça naturellement de lui. Ouais. Cette Et c'est coexistence entre la, science et spiritualité? ou en tout cas, philosophie, spiritualité, tu vois, tu mets les termes que tu veux Ouais, derrière, mais en tout cas, cette capacité à faire coexister les deux et de pas être dans un matérialisme absolu, OK. qui l'amenait, je pense, probablement à être quelqu'un d'assez apaisé, même sur sa fin de vie qui était un peu difficile. Et ça, tu le ressens en toi? Ouais, je le Cet ressens. apaisement-là? Ouais, je le ressens. Ouais. Je le ressens sur plusieurs événements de ma vie qui m'ont permis aujourd'hui d'avancer, Mmh. d'être dans dans, ouais, de pouvoir continuer à faire les trucs qui me plaisent et puis en même temps euh, de pas m'identifier à mon travail ou de pas m'identifier à un parcours sportif passé ou des choses comme ça. D'essayer de voir que je suis un individu composé de ces différents rôles sociaux, mais pas de m'identifier exclusivement à l'un d'eux, quoi. Et C'est important ça pour toi? ouais, c'est important, ouais. En quoi? Ben, je pense que c'est toujours compliqué de s'identifier au métier qu'on fait, que c'est toujours compliqué de s'identifier au parcours sportif qu'on a pu avoir ou qu'on a. Euh, je pense que voilà, on a différents rôles sociaux et même si on reste globalement les mêmes, on les nourrit et on apprend différemment de ces différents rôles. Et donc, s'il Mmh. y en a un qui est plus difficile que l'autre, euh, bah, l'idée, c'est pas de s'auto-essentialiser, tu vois ce que je veux dire? De pas se réduire à quelque chose. OK. De voir les choses comme un tout et Ouais, exactement. pas d'étiquette, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. OK. OK. Et ben, quel parcours! Merci. Je j'ai envie de te demander le prénom de ton grand-père. Je sais pas pourquoi, mais je Mon grand-père, il s'appelait Georges. Georges. Ouais, Bah, pensez à Georges qui vit en toi, hein, ouais, au ouais, travers, exactement.
cette force tranquille, Tout à fait. hein? Ouais, OK. Si tu avais des recommandations, pour les personnes qui nous écoutent, hem, qui, pourraient justement être dans ce questionnement de, bah, finalement qui je suis, dans l'environnement dans lequel, j'évolue par rapport à ce rôle social que j'ai, par mon travail, par ma famille, par mes amis, par la ville dans laquelle, je vis aujourd'hui ou de laquelle je viens et je peux rencontrer des difficultés finalement. Comment faire pour retrouver, ma propre essence? Il y a un peu de ça, hein? Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander? Moi, je leur recommanderais de la flexibilité. C'est-à-dire que je vais reposer ma réflexion sur des travaux en psychologie sociale, notamment les travaux de Schwartz et Davidson qui ont étudié la question des valeurs tout au long de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Il y a pas grand. Et donc, je précise que le travail n'est pas une valeur, hein. C'est une valeur de production, hein. Merci quand même de pas. Je précise pour les auditeurs qui disent que le travail est une valeur, mais ça n'en est pas une, hein. Une valeur, c'est un idéal, c'est un but abstrait qui génère et induit un comportement et qui sont souvent le fruit de processus non conscients. On n'a pas toujours accès. Donc, l'idée, c'est d'essayer de les identifier. C'est pour ça que des chercheurs comme Schwartz ont notamment créé la roue des valeurs. Vous pouvez le trouver sur Google, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'ils expliquent? Donc, Schwartz et notamment Davidson expliquent que bah, ces valeurs, elles sont non conscientes et elles sont surtout très en lien avec des processus émotionnels. D'accord? Et que ces valeurs, en fait, elles sont pas figées tout au long de la vie, qu'elles bougent. Alors, elles bougent pas tant que ça, mais elles bougent quand même. Elles bougent quand on est malade, quand on a des deuils, quand on se marie, quand on a des enfants, quand on fait des études supérieures, voilà, quand il se passe quelque chose de positif ou négatif aussi, de marquant dans notre vie. Ces valeurs, elles sont amenées à évoluer, à bouger. Et je pense qu'en fait, c'est cool. Ça ne veut pas dire qu'on renie ces valeurs euh, et que on passe d'un extrême à l'autre, loin de là. Quoique, ça peut aussi arriver, hein. On peut décider de changer radicalement. C'est quand même un petit peu plus rare. Là encore, hein, c'est des exceptions à mon avis. Mais moi, je dirais que conserver cette flexibilité-là et s'autoriser à se dire que hier, ça nous convenait ou on adhérait à telle ou telle chose et qu'aujourd'hui, on y adhère moins. Et c'est cool parce qu'en fait, c'est effectivement le même le processus. Et puis l'autre point, de ne pas s'identifier à un rôle social, quoi. Je pense pas qu'il y a pas de, il y a pas réellement de vrai moi, quoi. On a plein de selfs sociaux. On a les selfs en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que petits-enfants, en tant qu'élève, étudiant, voilà. Et à chaque fois, dans ces différents rôles sociaux, on reste quand même globalement les mêmes. Simplement, ben, on va s'adapter à cet environnement ou à ses interlocuteurs. Et le dernier point que je rajouterais, ce serait de s'adapter sans jamais se suradapter, quoi. Mmh. Alors, sacré reco, comment on fait la roue des valeurs? Bah, en fait, tu vas sur Google, tu tapes le nom du chercheur, tu trouves et tu verras, il y a sa roue. C'est toujours très compliqué parce qu'en fait, souvent, ces valeurs, elles sont implicites, donc on va dire non conscientes. Euh, et donc, on peut essayer d'identifier les valeurs. Simplement, comme on le dit, comme elles sont implicites, il peut y avoir des fois un effet de désirabilité sociale. C'est-à-dire, je peux dire oui, je suis pour l'universalisme, je suis pour la paix dans le monde, etc. Et puis en même temps, à côté de ça, avoir des comportements relativement antagonistes. Ce qui est en même temps tout à fait normal, hein, on est toujours antagoniste avec ces valeurs, il n'y a pas de souci avec ça. Simplement pour les identifier, c'est toujours un peu délicat de le faire avec soi-même. Moi, je pense qu'il faut essayer de le faire. C'est, ah, mais c'est marrant, j'adhère à ça. Est-ce que j'ai l'impression d'être en lien dans mon quotidien, dans mon comportement avec ça? Et puis après, il faut questionner son entourage. Je pense que c'est eux qui vont nous dire la vérité. Tu vas consulter ton mari, tu vas consulter ta femme, tes enfants, etc. Et tu vas dire, mais est-ce que tu trouves que je suis dans telle et telle valeur? Est-ce que tu trouves dans mon comportement, je l'incarne ou quoi? Et souvent, l'environnement, c'est une bonne grille d'évaluation. Ah donc en fait, c'est un exercice, d'altérité Ouais, encore, toujours, hein. à fond. Parce que sinon, OK, super. tu peux t'auto-satisfaire. Voilà, donc, moi, je trouve que voilà, c'est c'est s'autoriser à la flexibilité. Et puis OK, développer la flexibilité, hein. C'est une vraie fonction bien exécutive, hein, sûr. qui se trouve au niveau de notre préfrontal. C'est une fonction, voilà, et pouvoir changer de point de vue, passer d'une situation à une autre, c'est quelque chose qui se renforce, qui se développe.
Et ça, par exemple, par le sport. Ouais, de toute manière, l'activité physique et sportive, Ouais, elle va renforcer les fonctions exécutives, donc mémoire de ok. travail, attention, contrôle cognitif, flexibilité cognitive, quelle que soit l'activité physique et sportive. Euh, D'ailleurs, sur les processus de vieillissement, hein, on recommande pas forcément d'avoir une haute intensité, mais d'avoir une intensité moyenne, et puis d'être en interaction, en relation sociale. Par exemple, on sait qu'on va avoir, donc il y a un truc qui s'appelle la dégénérescence cognitive. Donc quand on vieillit, bah, ses fonctions cognitives baissent et on Ouais, sait que l'activité physique va le renforcer, mais aussi le lien social. Donc la cognition sociale, le fait d'être en lien, bah, par exemple là, quand on parle, tu es quand même un minimum obligé de retenir ce que je viens de dire. Donc, tu mais vas c'est faire mieux. mobiliser ta mémoire de travail. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, bah, pour des Euh, personnes âgées qui malheureusement sont très souvent isolées, tout à l'heure, tu me prenais l'exemple de ma maman. Bah, effectivement, moi, je reste avec elle pour pouvoir être en lien, faire en sorte qu'elle puisse continuer à avoir une vie sociale ou autre, en gardant bien toujours la juste distance. Mais on sait que dans nos sociétés, eh ben, les personnes âgées, aujourd'hui, elles sont un peu isolées. Et de mm, cet isolement, il peut y avoir un déclin cognitif accéléré. Et les interactions et la cognition sociale, d'avoir des discussions, des choses comme ça, c'est essentiel. C'est pour ça que des fois, vous avez une petite dame ou un petit monsieur qui va vous parler au supermarché, probablement qu'il est seul, mais pas que. Dites-vous que vous allez, en discutant un petit peu avec lui, faire fonctionner ses fonctions exécutives et vous allez l'entraîner. Et soi-même aussi, au passage. C'est soi-même, exactement. Ok, donc alors, si je résume et que je caricature, il faut aller au supermarché et papoter avec tous les petits vieux. C'est ça. Il faut après, pour faire les courses, pour préparer un bon dîner avec un apéro avant, pour papoter avec les copains et parler de la roue des valeurs, c'est ça? Voilà, exactement, c'est ça. Tant que t'es en relation avec les gens, ça va. Et là, c'est bon. Et Exactement. puis après, tout le monde se couche, pas trop tard pour faire une bonne nuit de sommeil. Ouais, ou même tard, mais tant que tu te lèves tard, ça va. Ce qui C'est importe, c'est de beaucoup ça. dormir. Dormir suffisamment, en tout cas. Ah, mais s'il y a des enfants ou s'il y a le boulot le lendemain, c'est compliqué. C'est clair. Ok, super. Eh ben, c'est le moment du petit exercice que je donne à chaque fois à la fin. Si tu es d'accord, c'est un exercice de visualisation. Mhm. Et donc, pour ça, je vais t'inviter à t'installer confortablement dans ton siège avec aucun croisement dans ton corps. Si c'est possible pour toi de fermer les yeux ou pas, moi en tout cas, je regarde à côté pendant ce temps-là. Et puis de prendre deux, trois respirations profondes et ventrales afin d'installer un peu plus de ralentissement dans le corps. Et puis de te projeter dans 5 ans, en 2030. Il n'y a aucune contrainte, tout est possible. Tu peux être où tu veux, comme tu le souhaites. Où es-tu? Dans 5 ans, Oui. j'aurai probablement que dans 5 ans, je ferai le tour de France des salles de spectacle pour jouer mes conférences sciences et humour sur les cours de cerveau. Génial, ok. Et là, précisément, tu es dans quelle salle alors? Hum, Ah, je suis passé devant l'Olympia il n'y a pas très longtemps. L'Olympia, Tu es à l'Olympia. Donc là, tu es où dans l'Olympia précisément? sur scène. Tu es sur scène. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je vois un public intéressé qui participe, parce que l'idée c'est que ce soit interactif. Et je vois un public hétérogène, avec de la mixité. Et, et voilà. Est-ce qu'il y a des odeurs? Non, c'est peut-être celle de mon parfum, parce que j'en mets trop. Donc tu sens ton parfum. Est-ce qu'il y a des sensations enfin, de lumière ou de Ouais, texture? la luminosité pas trop forte pour que je puisse être en lien avec le public. Donc pas Ouais. une lumière qui éblouit et qui permet
de maintenir, toute proportion gardée, au moins un lien visuel. Mmh. Est-ce que tu as des sensations corporelles? Ouais, du relâchement et Mmh. un sentiment de plaisir et d'amusement. Ce sentiment de plaisir et d'amusement, il est comment? Il infuse comment dans ton corps? Par de la légèreté. Mmh. Et là, finalement, c'est quoi ta mission à ce moment-là? M'amuser et faire en sorte que les autres s'amusent aussi, en apprenant Mmh. des trucs. Et si on regarde encore plus haut, ce serait quoi ta mission de vie? Mmh, franchement, je sais pas. Je dirais juste faire des trucs qui me font plaisir et si ça peut faire du bien un peu et rendre un peu aux autres, au moins d'être dans un peu dans le partage, ce sera déjà pas mal. Mmh. Qu'est-ce que tu ressens là, de ce qui est en train de se passer? Ouais, je ressens un peu de détente et de, de relâchement. Parce que là, juste avant, j'étais Mmh. en train de bosser et, euh, et donc, et de la satisfaction d'avoir passé ce moment avec toi. Vraiment cool. Mmh. Et de terminer de cette manière-là en plus. Je trouve ça très original. Eh bien, respire dans ce relâchement, dans cet amusement, dans ce jeu scientifique, interactif et relationnel. Respire depuis, la pointe de tes orteils au sommet du crâne pour en faire profiter toutes tes cellules, de les mettre en joie comme ça. Et puis, tu peux prendre quelques respirations un peu plus franches. Tu peux t'étirer et quand c'est OK, rouvrir les yeux et revenir avec moi. Tu comment? Je suis très bien, très détendu. C'était très agréable. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu mettes en place comme, 1re bonne, action pour, aller, à l'Olympia dans 5 ans? Là, il faudrait que j'appelle un pote, enfin un pote, quelqu'un avec qui j'ai fait connaissance, justement, avec quelqu'un avec qui j'avais fait un podcast, qui est le pote Ouais. de Mourad Tellab, avec qui j'ai fait plusieurs podcasts, et qui a son frère qui est comédien et qui m'a dit, si tu veux, viens, on se rencontre et je peux t'aider à réfléchir à la mise en scène de ce que tu veux faire. Et donc là, j'attends juste euh, de faire mon oral et ensuite de l'appeler. Est-ce que tu peux noter dans ton planning, dans ton agenda, une date là, tout de suite, pour le faire? Ouais, c'était déjà noté. J'avais déjà noté que Ah, le c'est déjà mi-décembre. écrit? Ouais, je m'étais déjà noté que mi-décembre, je devais le relancer. Ouais, OK, c'est noté donc, ouais, c'est ouais, ouais, je bon. me l'étais bloqué. Je me l'étais mis à la place d'un OK, truc. J'ai dit, pense à l'appeler pour être sûr de commencer à lancer. génial. OK, super. Bon, eh bien, on arrive à la fin, de ce temps partagé. Hem, qu'est-ce en 3 mots, qu'est-ce que tu gardes enfin, est-ce que tu peux, Heu, gar qu'est-ce que tu gardes de ce temps en 3 mots? Si tu pouvais garder, 3 mots. Je j'arrive pas à formuler. Je dirais original, euh, doux et, et, euh, et voilà. C'est les deux qui me viennent 2. principalement. Et est-ce que voilà, ça pourrait être le troisième? T'as dit quoi? Est-ce que voilà, ça pourrait être le Voilà, troisième ouais. mot? Voilà, En fait, c'est-à-dire. bah, tu as dit et puis voilà. Donc, Voilà, en ouais, 3 mots, ça très pourrait être bien. voilà, le troisième, tu vois? Voilà, c'est ça. En fait, j'aime bien les 3 mots. Pourquoi? Je m'explique. Ouais, je t'en prie. Il y a,
Alors je sais pas d'où elle sort ça, ma grand-mère, je parle des grands-parents aujourd'hui, tu vois? Mais entre autres, elle interprétait les rêves parmi énormément d'autres activités qu'elle avait et pour interpréter les rêves, elle disait: «Bah, si tu veux faire quelque chose de relativement facile et rapide, quand tu te réveilles, tu mets 3 mots pour donner un titre, un premier titre à ton rêve, tac. Enfin, c'est pas 3 mots en fait, c'est un premier titre à ton rêve, un deuxième titre à ton rêve et puis un troisième. Et le troisième, c'est toujours un peu plus compliqué et en fait, elle te disait que le premier se correspond aux apparences de ton rêve. Donc dans ta vie en ce moment, voilà, c'est un peu ça, c'est les apparences que ton rêve te dit, voilà. Deuxième, les relations et le troisième, le sens profond. Ok. Donc là, c'est la première fois que je le décris comme ça, mais donc tu vois, les apparences originales, la Mm. relation, c'est doux et puis bon, bah, voilà quoi. Ouais, parce qu'en fait, le voilà, c'est aussi le sens aussi, tu vois, du flux et de la simplicité, tu vois. Bien sûr, mais ça a un sens, hein, le Mm. voilà. Donc Clairement. voilà pourquoi, j'aime bien aussi demander en 3 mots ce que tu gardes, Ok. voilà, de cet entretien. Eh bien, merci encore pour ce moment partagé, Merci Florent. pour l'invitation. Je t'en prie et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.